la technologie n'est pas maîtrisée totalement. Alors, pour commencer le cours sur le reflux gastro-œsophagien et ses complications, on va commencer par parler un petit peu de la définition, pour dire que un reflux, c'est la remontée du contenu gastrique dans l'œsophage. Donc, ce contenu peut être liquide, peut être solide, et il peut être également physiologique dans certains cas, mais le plus souvent, il est pathologique. Alors, il est physiologique lorsqu'il est bref et postprandial immédiat. Là, tout le monde le ressent un petit peu quand on mange un peu trop copieux ou un peu trop liquide aussi. Il est souvent, pas souvent, toujours asymptomatique et il ne complique jamais. Donc, il n'y a pas d'œsophagite qui complique ce reflux. Quand il est pathologique, à ce moment-là, ce reflux est le plus souvent répété, donc il revient assez souvent, il est prolongé, il est symptomatique, donc il déclenche des symptômes tels que le pyrosis, qui est une sensation de brûlure rétrosternale, au niveau du thorax, et qui peut se compliquer d'une œsophagite. Et l'œsophagite, on verra tout à l'heure ce que c'est. C'est une inflammation de l'œsophage provoquée par le passage du reflux. Alors, ce modèle de l'iceberg dit de Castel représente une espèce de pyramide avec en bleu le reflux symptomatique et en mauve le reflux asymptomatique. Vous voyez que le reflux asymptomatique est passe souvent inaperçu. Les personnes ou les sujets ne le rapportent pas parce qu'il n'est pas. Donc, il est silencieux et ne provoque pas de symptômes ni de lésions. Et la sévérité du reflux évolue avec le temps et avec certains malades, et qui peut provoquer à la longue certaines complications, surtout chez des patients qui présentent des symptômes invalidants, quelquefois, qui ne laissent pas le malade dormir, qui entraînent des brûlures rétrosternales très importantes, ou même sur le plan psychologique, le malade est très altéré, il est anxieux, il ne dort pas, et vraiment, c'est des symptômes qui sont liés à ce reflux qui mettent le malade dans tous ces états. C'est souvent un symptôme qui est représenté, ou plutôt qui est sujet de discussion ou de consultation plutôt, chez des médecins généralistes souvent en premier, puis lorsqu'il faut faire une endoscopie, donc ces malades vont chez le spécialiste pour réaliser cette endoscopie. Alors, on vient de voir cette fameuse pyramide où l'on voit un petit peu en bas de la pyramide le reflux physiologique où presque 100% de la population le possède. Ensuite, il y a des malades qui présentent des symptômes mais sans complications, et cette frange de la population représente à peu près 10 à 20%. Ensuite, il y a des complications qui peuvent apparaître pratiquement chez 2% de la population, où l'on peut observer des signes d'inflammation qui peuvent aller jusqu'à l'érosion et des ulcères, en passant bien entendu en premier par une congestion, un érythème de la muqueuse. Et plus rarement, c'est des complications carcinologiques qui peuvent apparaître beaucoup d'années plus tard. Alors, cette photo, cette image explique un petit peu les causes ou les facteurs qui sont impliqués dans la genèse du reflux gastro-œsophagien.
Il y a tout d'abord la sécrétion elle-même, la sécrétion acide, qui peut augmenter. Parce que cet acide-là, quand on parle d'acide, mais en réalité, c'est un mélange d'HCl et de pepsine, qui est une enzyme protéolytique. Et c'est ce mélange-là qui donne cette sensation de brûlure et des lésions qui peuvent être provoquées par la suite. Il y a aussi donc la défaillance du système anti-reflux, où on voit ici la région du cardia. Normalement, à ce niveau-là, il y a une pression qui est mesurée à la manométrie à peu près entre 20 et 25 mm H2, millimètres de mercure, pardon. Et lorsque cette pression diminue, le contenu de l'estomac peut remonter plus facilement. Mais il n'y a pas que ça qui intervient. Il y a aussi le fait que l'estomac n'élimine pas plus facilement les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Donc, chez certains malades qui font un trouble de la vidange gastrique, il y a apparition de reflux par la suite. Ensuite, il y a aussi la diminution de la résistance de la muqueuse œsophagienne. Effectivement, la muqueuse, normalement, se protège. Une espèce de mucus qui tapisse un petit peu la muqueuse, mais c'est pas comme l'estomac. Mais au niveau de l'œsophage, c'est un film très fin qui le protège, mais qui disparaît très vite. Il y a aussi les anomalies des contractions œsophagiennes. Lorsque l'œsophage ne se contracte pas, il est plus facilement agressé. Parce que il faut savoir que les contractions œsophagiennes interviennent pour éliminer, pour chasser tout ce qui est agression ou tous les produits qui viennent pour l'agresser. Et c'est une manière de se protéger contre ça. Donc, il se contracte, il chasse ce reflux-là qui est remonté. Mais par contre, lorsque ces contractions sont anormales, il y a une diminution de ces contractions, qui se défend mal. À ce moment-là, l'agresseur qui est l'acide ou le reflux qui est de l'estomac a beaucoup plus de temps pour agir. Donc, il n'est pas chassé par l'œsophage. Voilà, donc c'est un peu intriqué. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la physiopathologie du reflux gastro-œsophagien. Voilà, une image qui résume un petit peu, vous l'avez, en tout cas vous aurez cette image par la suite, qui explique un petit peu tous les facteurs anatomiques qui interviennent dans le fonctionnement de la région cardiaque, du cardiaque. Alors, à la manométrie œsophagienne, quand on l'a fait, et ce n'est pas systématique, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut voir au cours d'une déglutition? Vous voyez à droite, ici, le pharynx, là, l'œsophage, la région du cardia et l'estomac. Alors, et ici, vous avez une sonde de manométrie avec des capteurs. Alors, vous avez un capteur au niveau de l'estomac qui est représenté par cette ligne-là, cette courbe. Au niveau du cardia, vous avez ce capteur qui est représenté ici par cette ligne. Et au niveau de l'œsophage, vous avez plusieurs capteurs qui vont vous donner un petit peu la pression au moment de la déglutition. Alors, vous voyez ici, ça, chaque ligne correspond à l'emplacement du capteur. Là, c'est le pharynx, d'accord? Vous avez donc le sphincter supérieur de l'œsophage qui va, à un moment donné, s'ouvrir pendant une fraction de seconde et se fermer
avec une pression très importante qui s'ensuit, et puis vous avez un plateau. Par la suite, la pression va diminuer pour rester stable jusqu'à la prochaine déglutition. Mais une fois que l'on avale quelque chose, n'importe quoi, ça peut être une goutte de salive, ça peut être de l'eau, vous avez l'apparition d'une onde, vous avez donc une pression qui est presque stable, vous avez quelquefois des petites trémulations comme ça, et puis, hop, dès qu'on avale quelque chose, il y a une onde qui apparaît et qui va descendre le long de l'œsophage et qui est captée par les différents capteurs là, que vous voyez, par des petites flèches qui vont donc capter cette ondulation, donc cette onde qui est transmise du haut vers le bas. Donc, vous avez une onde qui commence ici, après la déglutition, et qui descend progressivement. Hop, vous avez donc une contraction à ce niveau-là, puis une autre ici qui est représentée par ce pic, une autre ici juste au-dessus du cardia, et enfin, arrivé au niveau du cardia, vous allez voir que la pression du SIO a diminué pendant tout le long de la déglutition. Vous voyez un petit peu, la déglutition a commencé ici. Et la pression a commencé à diminuer. Et ça dure pendant tout le passage du bol alimentaire. Bon, cela, normalement, vous l'avez fait, ou je ne sais pas, peut-être que vous allez le faire plus tard, pendant le cours de la physiologie de l'œsophage. Alors, au cours du syndrome de RGO, qu'est-ce qui se passe en fait? La pression est tellement basse et qu'elle reste basse pratiquement tout le temps, elle est diminuée, que le reflux ne trouve pas d'obstacle au niveau du cardia. Donc, il remonte plus facilement au niveau de l'œsophage. Alors que, normalement, chez un sujet sain, une fois que la déglutition est passée, une fois que le bol alimentaire a traversé le cardia, le sphincter inférieur de l'œsophage se referme immédiatement pour éviter que le contenu de l'estomac ne remonte. Mais malheureusement, chez certains malades, cette pression reste basse. Elle n'est pas suffisante pour être un obstacle, pour constituer un obstacle à ce reflux-là. Voilà, toujours la même chose, hein, je ne vais pas vous embêter avec ces graphes qui sont du ressort du spécialiste. Il y a donc, en continuant sur les défaillances du système anti-reflux, souvent des malades peuvent avoir ce qu'on appelle une hernie hiatale par glissement. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Un malade qui a une hernie hiatale a souvent un reflux. Mais un malade qui se plaint de reflux n'a pas systématiquement une hernie hiatale. Il y a deux types d'hernie hiatale. Il y a la hernie hiatale par glissement et la hernie hiatale par roulement. La hernie hiatale par roulement est chirurgicale. Il faut l'opérer le plus vite possible parce qu'il y a un risque d'étranglement. Nous, ce qui nous concerne maintenant, dans ce cas, c'est surtout la hernie hiatale par glissement qui peut être donc observée chez certains patients. Et c'est quoi l'hernie hiatale par glissement? C'est la remontée. D'ailleurs, c'est écrit ici, c'est la protrusion d'une partie de l'estomac. C'est le haut de l'estomac qui remonte au-delà du hiatus œsophagien. Le hiatus œsophagien, c'est le trou du diaphragme par lequel traverse l'œsophage pour aller s'aboucher dans l'estomac. Alors, lorsque il y a cette remontée, le cardia n'est plus dans sa situation normale. La pression diminue et tout ce qui constitue comme facteur anatomique qui évite justement d'avoir un reflux sont complètement défaillants. Et à ce moment-là, donc, on peut avoir facilement un reflux qui peut, à la longue, donc évoluer vers des complications. Vous voyez un petit peu ce que je représente ici. Vous voyez
le sphincter inférieur de l'œsophage, le diaphragme qui est ici et le hiatus diaphragmatique qui est là, avec un contenu gastrique et une hernie hiatale à ce niveau-là. C'est l'estomac qui remonte au-dessus du diaphragme. Et ça permet justement, ça favorise la remontée de ce contenu gastrique plus facilement que chez un sujet qui n'en a pas, qui n'a pas de hernie hiatale. Voilà. Donc, c'est la physiopathologie du reflux. Les manifestations cliniques peuvent être typiques ou atypiques. Elles peuvent être typiques lorsqu'on a un pyrosis, qui est une sensation de brûlure rétrosternale. Elle est spécifique dans 90% des cas. Mais ces manifestations peuvent être également atypiques. Lorsque le malade vous rapporte une sensation de brûlure épigastrique, mais pas en haut, donc plutôt au niveau de l'épigastre, des nausées, des irritations, mais également des manifestations extradigestives. Alors, quand l'acide ou le contenu gastrique remonte, ça peut remonter jusqu'au niveau des sinus, jusqu'au niveau de la gorge, ça peut passer même dans les bronches. Et à ce moment-là, ça déclenche la symptomatologie de l'organe qui a été atteint. S'il y a un reflux qui passe dans les bronches, le malade va se plaindre de tout, et particulièrement la nuit, lorsque le malade dort, en position horizontale, le reflux remonte plus facilement. D'ailleurs, le reflux nocturne déclenche plus de complications que le reflux diurne où le patient est souvent debout. Ça peut également déclencher un asthme sévère chez certains malades. Ça peut donner également des infections à répétition, des infections pulmonaires. Sur le plan ORL, ça peut être une pharyngite à répétition, une laryngite, une angine à répétition, une sinusite. Et sur le plan cardiaque, ça peut donner des crises pseudo-angineuses qui ressemblent à l'angine de poitrine. Ce n'en est pas une, mais ça ressemble parce que ça peut provoquer des douleurs thoraciques qui peuvent mimer une angine de poitrine. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de CG. Il faut toujours faire un électrocardiogramme chez ces malades-là pour être sûr que ce n'est pas un infarctus du myocarde qui met en péril la vie du malade. Une fois que vous avez éliminé un infarctus du myocarde, une angine de poitrine, vous pouvez donc aller dans le sens du reflux gastro-œsophagien. Ça peut également donner donc des signes, quand ça remonte également dans la bouche, ça peut donner des gingivites, des caries dentaires, etc., etc. Donc vous voyez bien que la symptomatologie est très variable. Elle est vraiment éparse et tout dépend de l'endroit où va aller ce reflux pour provoquer les lésions qu'il déclenche. Il faut quand même rechercher les signes d'alarme. Pourquoi il faut les rechercher? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les complications du reflux peuvent être graves, peuvent être importantes et handicapantes par rapport au malade. Alors, les signes d'alarme sont les suivants. C'est l'odynophagie, qui est une douleur à la déglutition. Quand on mange, il faut quand on mange, le malade peut sentir une douleur au moment de la déglutition. C'est différent de la dysphagie. La dysphagie, c'est la difficulté d'avaler. D'accord? Il n'y a pas de douleur. Il y a aussi la dysphagie. La dysphagie, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est cette difficulté d'avaler. Le bol alimentaire passe difficilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit pour l'odynophagie ou la dysphagie. Ça veut dire qu'il y a un obstacle qui s'est formé au niveau de l'œsophage. Et cet obstacle-là, ça peut être un rétrécissement, une sténose. Et ce rétrécissement ou sténose, ça pourrait être soit inflammatoire, donc bénin au début, mais ça peut être également malin. Ça peut être un cancer. D'accord? Donc, il faut toujours se dire que
ces malades-là doivent être explorés le plus vite possible en leur faisant faire une endoscopie haute, digestive haute. Il y a aussi l'hémorragie. Un malade qui saigne, ce n'est pas normal, ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a une lésion au niveau de l'œsophage qui a saigné. Et il y a des malades aussi qui font de l'anémie sans avoir évacué leur hémorragie. Ça peut être un saignement occulte, ils saignent tout doucement et ça peut se manifester donc par une anémie. À ce moment-là, il faut également explorer ces malades. L'altération de l'état général également est un signe important et ça oriente systématiquement vers la recherche d'un cancer. Alors, altération de l'état général avec amaigrissement, ça va avec, souvent. Mais des malades qui font un amaigrissement sans altération générale, également, doivent vous inquiéter. Et le signe qui doit encore vous inquiéter le plus, c'est l'apparition d'une masse abdominale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a poussé, et le plus souvent, là aussi, c'est un cancer. Alors, quelles sont les manifestations extra-œsophagiennes? Vous voyez un petit peu ici des manifestations buccales, en voyant en haut une gingivite, ici, des caries dentaires. Ici, c'est au niveau des sinus piriformes, un malade qui fait une laryngite. Là aussi, sinus piriforme. Là, c'est la trachée. On voit ici la trachée. Là aussi, on voit la trachée. Les cordes vocales sont ici. Le passage de l'œsophage se fait là. Soit ici à gauche, soit ici à droite. Le plus souvent, ça se fait ici à gauche. Et là également. Et là, on voit bien qu'il y a une inflammation avec de l'œdème. Et c'est dû justement à un reflux. Alors, quelle stratégie suivre chez ces malades-là? Lorsque les symptômes cliniques sont typiques, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez le diagnostic, ce n'est pas la peine d'aller explorer un malade qui fait un pyrosis pour dire qu'il fait un reflux gastro-œsophagien. On explore un malade que s'il faut rechercher des complications. Lorsque les symptômes sont, bien sûr, typiques. Alors, le plus souvent, il s'agit donc de patients qui ont moins de 50 ans, qui n'ont pas de signes d'alarme qu'on a cités tout à l'heure et qui sont représentés ici, dysphagie, amaigrissement, hémorragie digestive, anémie. À ce moment-là, le diagnostic est clinique. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Et donc, on peut d'emblée engager un traitement par des IPP. Ensuite, alors, comme je vous l'ai dit, oui, ici, je vous ai fait apparaître, l'endoscopie ne doit être réalisée que s'il y a vraiment des complications ou pour rechercher un facteur favorisant tel que la hernie hiatale. Lorsque, par contre, ces symptômes cliniques typiques apparaissent chez un sujet qui a plus de 50 ans et qui a des signes d'alarme, à ce moment-là, oui, il faut faire une endoscopie et je n'ai pas arrêté de vous le dire depuis tout à l'heure. Cette endoscopie doit être également faite, bien entendu, lorsque les symptômes cliniques sont atypiques. Parce que devant une angine à répétition, une laryngite, une sinusite, nous ne sommes jamais sûrs qu'il s'agit d'un reflux. Il faut aller rechercher ce reflux pour s'assurer que c'est bien ça qui a entraîné ces anomalies extra-digestives. Et si l'on trouve une œsophagite, à ce moment-là, le diagnostic de reflux est posé. Et si l'endoscopie est normale, on va compléter par une pH-métrie, qui est une exploration qui détecte le pH du bas œsophage, qui se fait pendant 24 heures. Si nous n'avons pas à notre disposition cette technique, on peut, si vous êtes dans un endroit perdu où vous n'avez pas les moyens de faire des examens complémentaires, vous pouvez toujours faire un test thérapeutique. C'est quoi un test thérapeutique? Vous faites une ordonnance d'IPP, un comprimé d'oméprazole 20 mg par jour, et vous revoyez votre malade une semaine après, 10 jours après, et vous voyez ce qui va vous répondre et comment vont évoluer les choses. Si le malade vous dit que je suis bien, depuis que vous m'avez donné ce traitement-là,
vous êtes pratiquement sûr, effectivement, qu'il s'agit bien d'un reflux. Sinon, si vous avez les moyens, par contre, pour les médecins qui ont accès à des examens complémentaires, si la pH-métrie n'est pas faisable ou si elle vous donne des résultats un petit peu mitigés, vous pouvez compléter par ce qu'on appelle une pH-métrie, impédance-métrie. Alors l'impédance-métrie, c'est une technique un peu plus récente qui détecte des reflux, le type de reflux. Ça peut être un reflux bénin, un reflux alcalin, comme ça peut être un reflux acide. Et l'impédance-métrie peut également détecter les remontées d'air, de gaz. Et ça peut se concevoir, on peut dire, plutôt poser l'indication d'une impédance-métrie, par exemple, chez des malades qui n'ont pas de reflux liquide réel, mais qui ont des symptômes tels qu'une douleur thoracique qui vous inquiète, mais vous avez fait un bilan cardiaque qui est normal, mais vous ne savez pas à quoi ça rime, à quoi ça correspond. À ce moment-là, vous pouvez toujours vous aider d'une impédance-métrie lorsque cet examen, bien entendu, est faisable dans les services concernés. Alors, les examens complémentaires qui vous permettent de déterminer ou de rechercher des complications d'un reflux gastro-œsophagien sont en premier l'endoscopie. Alors, quand faut-il faire cette endoscopie? Je viens de le dire dans les plaques précédentes. Alors, il faut la faire dans 5 situations. Lorsque le sujet malade a un âge supérieur à 50 ans. Secondo, lorsqu'il y a des signes d'alarme. Lorsqu'il y a des symptômes atypiques. Donc, à ce moment-là, cette endoscopie se fait à visée diagnostique. Lorsqu'il y a un échec du traitement initial qui a été bien conduit et lorsque vous prévoyez d'opérer votre malade, par exemple, d'une hernie hiatale. À ce moment-là, vous êtes obligé de demander une endoscopie œsogastro-duodénale pour chercher des lésions et poser le diagnostic. Elle n'est par contre donc pas nécessaire en cas de symptômes typiques chez un sujet âgé de moins de 50 ans sans signe d'alarme. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer au cours de l'endoscopie? Il faut connaître d'abord la classification de Savary. Un endoscopiste doit connaître tout ça. Et alors, lorsqu'il vous fait une endoscopie, il doit vous décrire les lésions. D'accord? Il doit vous décrire les lésions et elle peut vous montrer donc des images telles que observez ici. Vous avez donc un œsophage normal avec la ligne Z ici, qui sépare la muqueuse œsophagienne en haut et la muqueuse gastrique ici. Et là, vous voyez l'ouverture, ça c'est la région du cardia. Juste au-delà de cet orifice, vous avez l'estomac. Et lorsque vous avez des lésions qui apparaissent, alors il faut stadifier ces lésions-là en fonction de la classification de Savary-Miller. Alors, lorsque vous avez des petites lésions comme ça, des petites érosions avec de l'érythème, c'est le stade 1. Lorsque ces lésions sont plus confluentes, un peu plus importantes, c'est le stade 2. Ici, encore plus, lorsque ces lésions sont circonférentielles et confluentes, c'est le stade 3. Lorsqu'il y a une ulcération qui apparaît qui est assez creusante ici, avec de la fibrine, c'est le stade 4. Lorsqu'il y a une sténose, c'est également le stade 4 avec, vous voyez ici en blanc, une ulcération qui est circonférentielle. Et une des complications qui se voit après plusieurs années d'évolution, c'est ce qu'on appelle l'endobrachioœsophage ou œsophage de Barrett. Vous voyez ici des plages de métaplasie dont l'œsophage, qui est un tube,
vous avez de la métaplasie gastrique ici. C'est du tissu qui remonte, qui prend une place au niveau de la muqueuse œsophagienne et qui constitue, alors ça dépend, ça peut être un peu moins important comme ici, comme ça peut être très important comme dans cette image. Alors, le risque de cet endobrachiosophage, c'est que l'évolution à long terme, c'est la cancérisation. Donc, c'est la dégénérescence. Donc, ça peut évoluer vers l'apparition d'un adénocarcinome. Il faut traiter soit chirurgicalement, soit en faisant une résection endoscopique. On appelle ça dissection sous-muqueuse pour enlever toute cette muqueuse pathologique. Alors, la même chose, vous avez un œsophage normal ici, et là, un érythème qu'on observe à ce niveau-là, un peu rouge, mais vraiment, c'est assez limite. Hein. C'est entre le normal et l'érythème. C'est assez difficile quelquefois de déterminer la présence d'un érythème très, très, très léger. Alors, l'œsophagite stade 1, vous avez ici une petite excoriation, une érosion longitudinale, pareil ici, ici. Là, alors là, c'est pratiquement un endobrachiosophage qui remonte assez haut. Mais bon, comme on voit un petit peu les plis gastriques ici, donc à ce moment-là, il faut se poser la question, c'est probablement une béance du cardia avec une ligne Z. Oh là, excusez-moi. Je reviens en arrière. Alors ici, c'est le stade 2. Vous voyez les lésions. Je vais aller assez vite. Hein. Stade 3 et 4, avec des ulcérations plus importantes, avec une sténose à ce niveau-là, un rétrécissement. Là, alors, c'est un reflux, mais bilieux. On n'en a pas parlé au début, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le reflux acide qu'on rapporte le plus souvent, mais on peut également avoir des reflux où il y a de l'acide, de la pepsine, mais également des sels biliaires ou de la bile. Et ce mélange est très, très corrosif sur la muqueuse œsophagienne. Et on voit bien cet aspect verdâtre de cette muqueuse, de ce reflux-là, avec des lésions très importantes. Alors, la pH-métrie des 24 heures qui doit être réalisée dans les cas de reflux atypique va vous donner le diagnostic certain. Alors, cette pH-métrie des 24 heures, enfin, il y a un cours pour ça, mais je vous fais quand même un petit rappel. Maintenant, alors, ça se porte à la ceinture avec une sonde qui passe sous le pull et qui va passer dans le nez, puis qui va aller dans l'estomac et positionner comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le graphe et qui montre donc une diminution de pression au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage ici. Alors, les autres explorations qui vous permettent d'aller vers ce diagnostic-là, bon, le TOGD qui est le transit barité qui est inutile sauf en cas de sténose, c'est surtout les chirurgiens qui le demandent pour une chirurgie qui doit être faite chez ces malades-là. La manométrie n'est pas systématique, mais elle peut vous montrer donc une diminution de pression. La scintigraphie œsophagienne, elle est demandée en cas de non-possibilité de réaliser une pH-métrie chez des malades qui font des symptômes atypiques, hein, particulièrement chez les enfants qui ne peuvent pas supporter d'avoir une sonde dans le nez qui va jusque dans l'estomac. Et lorsque on doit évaluer la sécrétion gastrique, acide et le dosage de la gastrinémie, là, ça peut se concevoir dans des études de recherche, etc., mais ça ne se fait pas sur une large échelle. Des complications, alors vous avez l'hémorragie,
Donc, lorsqu'il y a des lésions, il y a possibilité de saignement. Vous avez une hémorragie très peu importante, on voit des spots à ce niveau-là, un peu plus ici. Là, il y a un saignement un peu plus actif. Et là, vous avez un clou plaquettaire. C'est un saignement, c'est la même image, mais à ce niveau-là, ça commence à s'arrêter avec l'apparition d'un clou plaquettaire. Là, une sténose peptique qui est apparue. Vous voyez un rétrécissement à ce niveau-là, avec des ulcérations, des érosions et des ulcérations en amont, et ça saigne un peu ici. Une ulcération qui est circonférentielle, avec une sténose. Pareil, une sténose à ce niveau-là, et vous voyez, quand on fait un transit barité, vous voyez une sténose assez importante, qui ne laisse presque pas passer la barite, avec une dilatation de l'œsophage en amont. Alors, l'œsophage de Barrett, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez un petit peu les différentes images, hein. C'est de la métaplasie intestinale, tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit métaplasie gastrique, donc il fait le lit du cancer. Alors, vous avez ici des languettes de muqueuse, de métaplasie, là aussi, ici. Là, cette coloration un peu brunâtre, c'est la coloration qu'on fait pour rechercher ces endobrachioesophages. C'est des colorations à l'indigo carmin qui se fait par l'endoscopiste. Alors, sur le plan de l'histologie, je vous ai écrit ici état précancéreux, effectivement, ça passe par ces plages de métaplasie qui va évoluer vers une dysplasie de bas grade, puis de haut grade, puis vers l'adénocarcinome. Alors, adénocarcinome sur endobrachioesophages, ici, vous avez des bourgeons qui apparaissent. Et le traitement, enfin. Alors, le plus important, c'est de soulager votre patient. Il faut améliorer sa qualité de vie et donner, ou si vous voulez, obtenir la cicatrisation des lésions. Alors, ce malade qui souffre doit être effectivement soulagé et c'est pour ça qu'il vient vous voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les armes thérapeutiques que vous avez en votre possession? Il y a surtout les règles hygiéno-diététiques. Ces malades doivent respecter un certain mode de vie. Il faut qu'ils maigrissent s'ils sont gros, il faut qu'ils arrêtent de prendre de l'alcool, il faut qu'ils arrêtent de fumer, il faut qu'ils fassent de l'activité physique, il faut qu'ils mangent sainement, éviter le gras, éviter les boissons liquides le soir, par exemple, la nuit. C'est vraiment beaucoup de choses qu'il faut expliquer aux malades pour qu'ils les respectent. On peut commencer par donner des antiacides, mais en général, c'est assez rapide, hein, ça récidive très vite. L'antiacide agit au bout de disons une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis les symptômes reviennent très rapidement. Vous pouvez plutôt donner des alginates. Les alginates, c'est quoi? C'est comme des antiacides qui, en fait, quand on les avale, surnagent, sont au niveau du sommet, du bol alimentaire, et au moment où il y a le reflux, c'est cet alginate-là qui passe en premier, qui va tapisser l'œsophage et qui va protéger l'œsophage contre ce qui va arriver par la suite, c'est-à-dire l'acide ou les sels biliaires, etc. Vous pouvez donner des prokinétiques si vous voulez. Prokinétique, c'est quoi? C'est comme le métoclopramide, qu'on appelle aussi primpéran, ou le dompéridone, qui est appelé également motilium ou péridis. Ils agissent en augmentant la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Mais les armes les plus importantes, ce sont les antisécrétoires acides. Et les antisécrétoires acides sont représentés par les anti-H2 et les IPP. Les anti-H2, ce sont les antihistaminiques de type 2. Bon, qui ont une demi-vie plus courte, beaucoup plus courte que les IPP. C'est pour cela qu'on ne les prescrit plus. On les prescrit très rarement, seulement chez des malades qui ont un reflux sévère, chez qui on doit donner de grandes doses d'IPP. Et pour cela, pour éviter qu'on leur donne de très grandes doses d'IPP, on donne une certaine dose d'IPP à qui on rajoute
un anti-H2 pour essayer d'obtenir une diminution, une achlorhydrie de l'estomac pendant un laps de temps assez plus important. Bon, le traitement peut être également endoscopique. Il y a des techniques thérapeutiques, des techniques d'endoscopie interventionnelle qui peuvent être pratiquées pour essayer de fermer le hiatus œsophagien, ou plutôt le bas œsophage, réaliser une espèce de montage endoscopique pour éviter, si vous voulez, que ça soit une espèce d'obstacle au reflux quand il veut remonter. Donc, ces techniques endoscopiques, bon, elles ne se font malheureusement pas chez nous, hein, mais elles peuvent se faire ailleurs, mais elles sont quand même assez, pas très réalisées. Et enfin, ça peut se faire, le traitement peut également faire appel à la chirurgie lorsque le reflux est très, 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 très important et que le malade est très handicapé par ce reflux, ou lorsqu'il y a une hernie hiatale importante. À ce moment-là, on peut indiquer, ou chez des malades qui ne répondent pas au traitement, par exemple, à ce moment-là, on peut indiquer une chirurgie telle de reflux. Il y a une technique qui s'appelle la technique de Rotor ou de Nissen. Bon, ça c'est l'action des antisécrétoires. Sans entrer dans le détail, les IPP, on appelle IPP pour inhibiteurs de la pompe à protons. C'est-à-dire qu'ils agissent sur la pompe à protons pour inhiber l'adénylate-cyclase qui permet de synthétiser l'acide chlorhydrique. Quels sont les conseils à donner à un malade qui souffre d'un RGO? Alors, 5 conseils à donner. D'abord, ça c'est les mesures hygiéno-diététiques, hein, je reviens dessus. C'est surélever le niveau du lit de 10 à 15 cm. Moi, je dis aux malades de mettre des planches sous les pieds du lit du côté de la tête. D'accord? Ne pas mettre des coussins parce qu'à la longue, avec le temps, il peut après avoir des problèmes de cervicalgie. Donc, il vaut mieux surélever le lit de façon inclinée, comme ça, avec la tête en haut. Éviter les repas copieux, surtout le soir. Ne pas s'allonger immédiatement après un repas. Il faut diminuer le poids s'il y a une surcharge pondérale. Donc, si vous avez un malade qui est un peu gros, un peu bouffi, il faut exiger de lui qu'il diminue son poids. Il faut supprimer le tabac et l'alcool, bien entendu, parce que ces facteurs-là favorisent l'hypersécrétion acide. Alors, 3 situations en pratique. La première situation, ça c'est les indications thérapeutiques. Hein. Lorsqu'il s'agit d'un reflux typique chez un malade qui a moins de 50 ans, sans signe d'alarme. Deuxième situation, lorsqu'il s'agit d'un reflux typique chez un sujet de plus de 50 ans, avec ou sans signe d'alarme. Et troisième situation, lorsque vous avez des malades qui ont des manifestations atypiques. Alors, chaque situation a sa propre indication thérapeutique. Alors, dans la première situation, vous commencerez d'abord par, bien sûr, les mesures hygiéno-diététiques sont pour tout le monde. Vous commencerez par donner de l'oméprazole à pleine dose, c'est-à-dire à 20 mg par jour. C'est des comprimés à 20 mg par jour. Ou certains génériques sont présentés sous forme de capsules ou de gélules. Lorsqu'il y a succès à ce traitement, on arrête le traitement au bout de 1 mois ou de 2 mois. Lorsqu'il y a échec, à ce moment-là, on fait une endoscopie. On demande une endoscopie. Alors, devant la deuxième situation, à ce moment-là, l'endoscopie est nécessaire. S'il n'y a pas d'œsophagite, ou si l'œsophagite n'est pas sévère, on peut indiquer un IPP à demi-dose pendant 4 à 6 semaines. S'il y a succès, on arrête le traitement par la suite. S'il y a échec, on augmente les doses. On peut passer à 40 mg d'oméprazole. S'il y a une œsophagite sévère avec complications,
L'IPP, il faut donner un IPP à pleine dose pendant 4 à 6 semaines et faire un contrôle endoscopique au bout du compte. Et s'il y a échec, à ce moment-là, on augmente la dose. Pour la troisième situation, on fait une endoscopie systématique. S'il y a une œsophagite, traitement en double dose par des IPP pendant 4 à 8 semaines. S'il n'y a pas d'œsophagite, on fait d'autres explorations telles que la pH-métrie ou le test thérapeutique si vous n'avez pas la possibilité de faire cet examen-là. Quelle est la place du traitement au long cours? Alors, 3 indications sont posées. Ce sont surtout on doit donc indiquer surtout ça chez les malades qui font des rechutes fréquentes ou précoces à l'arrêt du traitement, ou lorsque la qualité de vie est altérée, ou lorsqu'existe une œsophagite sévère ou compliquée. Il faut adapter le traitement. Lorsque également, deuxième indication, lorsque les récidives sont espacées, on peut donner des traitements intermittents, particulièrement dans le cas de traitement qui a entraîné une rémission initiale. Et troisième situation, devant des symptômes occasionnels, on peut donner ce qu'on appelle un traitement ou indiquer ce qu'on appelle un traitement à la demande. C'est-à-dire, le malade vous donne une ordonnance et le malade s'automédique en prenant un comprimé au moment des symptômes. Si les symptômes disparaissent, il ne le prend pas, mais si ça récidive, il le prend. C'est souvent, on fait ce genre on est souvent devant cette situation. Alors, le traitement des complications, pour la sténose, c'est la dilatation endoscopique par ce qu'on appelle des bougies. Hein, vous voyez un petit peu des bougies qui sont longues, qu'on fait entrer par la bouche. Bien sûr, il faut d'abord faire une endoscopie préalable pour déterminer le siège de la sténose. Et ensuite, on envoie les bougies de la plus fine à la plus grosse. Mais il y a quand même il ne faut pas aller au-delà d'un certain diamètre en fonction du diamètre de la sténose, sinon il y a un risque de déchirure et de perforation. On peut également faire ce qu'on appelle une dilatation au ballon. Vous voyez un ballon qui se gonfle ici, qui est gonflé à ce niveau-là. Là, il n'est pas gonflé. Et là, on le gonfle et vous voyez une petite ouverture qui se fait par la suite, avec une dilacération qui est provoquée par cette manœuvre. Pour l'endobrachiosophage, lorsqu'il n'y a pas de dysplasie, lorsque la dysplasie est de bas grade, on donne des IPP et on envoie le malade en consultation spécialisée de gastroentérologie pour un suivi endoscopique. Lorsque la dysplasie est de haut grade, à ce moment-là, il faut indiquer une résection endoscopique en faisant une dissection sous-muqueuse. Ce sont les endoscopistes entraînés qui doivent faire ça. On peut également proposer le malade pour une chirurgie, pour réaliser une œsophagectomie, mais c'est un geste très lourd. Si le malade n'est pas opérable, on peut proposer une destruction, soit par la radiofréquence, soit par du plasma argon, soit par un laser, soit par la cryothérapie. Vous voyez un petit peu l'exemple de ce malade. Alors, un endobrachiosophage assez important, chez qui on a réalisé chez lui une cryothérapie, et à 3 mois, on voit bien que les lésions ont nettement diminué, presque disparu. Alors, quand faut-il discuter le traitement chirurgical? Lorsque le reflux est invalidant et résistant au traitement médical bien conduit. Ça, c'est la première indication. Lorsque le RGO est récidivant et qu'il nécessite le recours aux IPP au long cours, notamment chez le sujet jeune et ou qui refuse l'astreinte du traitement médical prolongé. La technique Nissen, on fait un manchonnage du bas œsophage par la calotte tubérositaire de l'estomac. Voilà, on entoure et on suture à ce niveau-là. Le toupet, la technique de toupet, une technique de Nissen partielle. Il y a aussi la technique de Thor, je crois. C'est un petit peu l'inverse du toupet. Il y a le traitement endoscopique que je vous ai cité tout à l'heure. C'est lorsqu'on injecte des produits à l'intérieur sous la muqueuse pour gonfler cette région-là, pour
pour qu'il y ait une espèce d'obstacle pour le reflux. Et vous avez aussi ces techniques de suture. On suture le pli au niveau du cardia pour créer une espèce d'obstacle anatomique. Enfin, pour conclure, voilà, donc je vais dire juste que la surcharge pondérale est un facteur épidémiologique un majeur qu'il faut prendre en considération. La spécificité du pyrosis et des régurgitations est telle que ces symptômes permettent le diagnostic clinique de RGO. Donc à ce moment-là, on ne fait d'endoscopie que s'il y a vraiment une bonne indication. Les complications du reflux sont la sténose, l'œsophagite, qui peut être de différentes de sévérité variable, l'endobrachiosophage qui peut évoluer à la longue vers l'adénocarcinome, mais il faut savoir aussi que l'adénocarcinome peut s'installer, peut apparaître même sans endobrachiosophage, hein, mais après des années, bien des années après. La pH-métrie affirme le reflux acide, elle ne doit être faite que lorsqu'il y a des signes atypiques. Les règles hygiéno-diététiques, moi j'ai mis un peu d'intérêt, mais lorsque vous n'avez pas tous les moyens thérapeutiques, vous devez les exiger de votre patient. Les IPP à demi-dose pour l'œsophagite peu sévère peut être préconisé. Au lieu de donner du 20 mg, vous pouvez donner du 10 mg sur une certaine période. Ça peut aller de 2 mois à 3 mois. Parce qu'il faut savoir que les IPP, quand ils sont donnés au long cours pendant des années, quand je dis des années, c'est 10 ans, 15 ans de traitement, ça peut donner des lésions gastriques de l'estomac, du fait de l'hypochloridrie qui est provoquée par ces IPP. Et ces lésions peuvent évoluer par la suite vers un cancer de l'estomac. Donc, il faut éviter de les donner de façon comme ça, au long cours, tous les jours, pendant des années et des années, sauf cas particuliers, bien entendu. Et la dose d'IPP à pleine dose sera donnée en cas d'œsophagite sévère. Voilà, je pense avoir fini mon cours. Maintenant, je vais essayer de répondre à certaines questions. Et je crois qu'il y a une question qui m'est posée ici. Alors, on me dit pourquoi, pour le sujet jaune, on ne fait pas de fibro, mais directement on commence le traitement. Alors, je réponds, je vous l'ai dit dans le cours, ce n'est pas nécessaire parce que la fibro ne va pas vous montrer le reflux lui-même. La fibro ne recherchera que les complications du reflux. D'accord ? Donc, c'est inutile. Il est inutile de faire une fibro chez un sujet jeune qui n'est pas un sujet à risque pour le cancer éventuel. Alors, une autre question. Normalement, l'acidité fait disparaître la muqueuse. Pourquoi il y a sténose alors ? Oui, mais certains malades peuvent ne pas être compliants, d'abord, avec le traitement. Ils peuvent ne pas avoir la bonne dose et peuvent ne pas avoir des manifestations extra-digestives qui fait errer le diagnostic. Pendant des années et des années, imaginez quelqu'un qui fait une toux chronique alors que c'est un reflux sans qu'il le sache. Et même, il y a des médecins qui passent à côté de ça et qui traitent ça comme une bronchite ou comme un asthme et qui donnent des traitements corticoïdes. Et le reflux est en train de faire ses dégâts à l'intérieur. Voilà, ça peut donc évoluer vers une sténose et bien plus peut-être. Alors, est-ce que... Il y a beaucoup de questions, hein. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Alors, un reflux bilieux, ça veut dire qu'il y a problème dans le pylore. Alors oui, pourquoi y a-t-il reflux bilieux ? En général, quand il y a reflux bilieux, c'est qu'il y a soit beaucoup de bile qui est sécrété, qui passe dans le duodénum, énormément de bile, soit quand il y a un problème moteur, lorsqu'il y a un péristaltisme duodénal qui est anormal. Au lieu d'envoyer de la bile vers l'intestin grêle, il y a une partie qui remonte dans l'estomac.
en général, c'est un problème moteur qui apparaît. C'est pour ça qu'il y a un reflux à ce niveau-là. Bon, un problème au niveau du pylore, c'est possible. Chez des malades qui ont un pylore béant qui ne se ferme pas, c'est possible aussi. Ça reste hypothétique. Alors, ensuite, l'acide biliaire peut avoir des conséquences comme le RGO. Oui, bien sûr. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand il y a un reflux où il y a de l'acide biliaire, des acides biliaires qui s'associent à l'acide chlorhydrique et à la pepsine, ça devient un mélange très corrosif. Il est encore beaucoup plus corrosif que l'acide seul. Quand on fait une dilatation avec ballon, l'orifice ne risque pas de rétrécir de nouveau avec le temps. Alors, oui, il y a possibilité de récidive. C'est souvent il y a une récidive. Mais en général, au bout de 2, 3, 50 à 60% des cas, 2 à 3 séances de dilatation suffisent chez ces malades-là. Certains malades, effectivement, nécessitent beaucoup plus que ça. Alors, ensuite, on utilise la classification de Los Angeles ou de Savary. On peut utiliser les deux, elles se ressemblent, presque toutes les deux. Los Angeles, il n'y a que 4 stades. La Savary, il y a 5 stades. Mais vous pouvez les utiliser toutes les deux, il n'y a pas de souci. Alors, la sténose est due à l'inflammation, une hyperplasie ou quoi? Merci. Alors, la sténose, en fait, évolue par différents stades. Quand vous avez de l'inflammation, cette inflammation fera place par la suite à de la fibrose. Vous savez, les phénomènes de cicatrisation. Vous avez inflammation, puis fibrose. Puis inflammation, puis fibrose. Et ainsi de suite en fonction de la récidive de ce reflux, de la récurrence. Donc, c'est cette fibrose-là qui se développe. C'est comme une cicatrice que vous voyez sur la peau. Quand vous avez une égratignure, vous avez une fibrose qui s'installe. C'est la même chose au niveau de l'œsophage. Sauf que ça peut être circulaire et ça peut se refermer, ça peut donner une sténose. Ça commence par un rétrécissement et qui peut évoluer vers une sténose. Alors, est-ce que l'oméprazole peut être utilisé dans d'autres situations, pas juste comme IPP? Bien sûr, mais écoutez, l'IPP est généralement prescrit. Initialement, il a été prescrit pour les ulcères, pour les gastrites, etc. Et après, on l'a donc indiqué dans les reflux pour entraîner une diminution de la sécrétion acide de l'estomac. Parce que les symptômes, en général, sont dus à l'action de cet acide-là, de l'acide chlorhydrique, sur la muqueuse œsophagienne. Je n'ai pas compris le mode d'action de la pompe à protons. Bon, là, c'est assez difficile. Vous prenez la photo, vous l'aurez, vous suivez un petit peu toutes les flèches et vous comprendrez. Parce que c'est à l'état moléculaire. Donc, les IPP vont bloquer la pompe à protons qui va, elle, par la suite, bloquer le passage du calcium dans les canaux qui transmettent l'information aux cellules qui sécrètent l'acide chlorhydrique. C'est assez compliqué à comprendre, mais vous pouvez y arriver en lisant beaucoup plus que ça. Bon, moi, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail tout ça. Donc, s'il vous plaît, les IPP ne vont pas influencer l'absorption du fer, vu que l'acidité gastrique est nécessaire pour l'absorption. Tout à fait. Et ça peut même influer sur l'absorption du calcium. Mais bon, sachez que à des doses aussi, elles ne sont pas très importantes. Et dans des périodes assez courtes, de 1 mois à 2 mois, vous ne verrez pas apparaître d'anémie par malabsorption du fer. Il faut vraiment prendre des IPP à très grande dose et pendant de très longues durées pour avoir une diminution du fer sérique et entraîner une anémie. C'est assez vraiment tiré par les cheveux. Mais ça peut également influencer l'absorption du calcium, l'absorption des nutriments qui se font au niveau du duodénum, tels que le calcium. Alors,
Normalement, l'acidité fait disparaître la muqueuse. Pourquoi il y a sténose alors? J'ai pas compris la question. L'acidité ne fait pas disparaître la muqueuse. La muqueuse, elle est toujours là. Alors, pourquoi il y a sténose alors? Non. C'est la fibrose qui donne la sténose. C'est pas la muqueuse. C'est la fibrose. La muqueuse est altérée. Il faut comprendre le phénomène de lésion et de cicatrisation. D'accord? Lorsque, alors, le processus de pathologique du reflux se fait comment? Vous avez l'agresseur qui est l'acide ou la bile associée qui va agresser la muqueuse. Cette muqueuse est blessée. Il y a une érosion, il y a une ulcération. Après, ces érosions et ces ulcérations vont cicatriser et vont laisser place à de la fibrose. Ce n'est plus de la muqueuse, c'est de la fibrose. C'est cette fibrose-là qui peut être circulaire, qui peut évoluer vers la sténose, qui va donner la sténose par la suite. Voilà, je pense que j'ai fini, j'ai répondu à toutes les questions. Je vous remercie et puis je vais vous enregistrer la présentation.